Chapitre IV. Chebastien Romagné. Le nez d'un notaire. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Le nez d'un notaire de Edmond About. Chapitre IV. Chebastien Romagné. Il s'appelait Romagné du nom de son père. Son parrain et sa marraine l'avaient baptisé Sébastien. Mais comme il était natif de Frognac-les-Mauriac, département du Cantal, il invoquait son patron sous le nom de Saint-Chébastien. Tout porte à croire qu'il aurait écrit son prénom avec un ch, mais heureusement, il ne savait pas écrire. Cet enfant de l'Auvergne était âgé de 23 ou 24 ans et bâti comme un Hercule. Grand, gros, trapu, ossu, corsu, haut en couleur, fort comme un bœuf de labour, doux et docile à mener comme un petit agneau blanc. Imaginez la plus solide pâte d'homme, la plus grossière et la meilleure. Il était l'aîné de 10 enfants, garçons et filles, tous vivants, bien portants et grouillants sous le toit paternel. Son père avait une cabane, un bout de champ, quelques châtaigniers dans la montagne, une demi-douzaine de cochons, bon an mal an, et 2 bras pour piocher la terre. La mère filait du chanvre, les petits garçons aidaient au père, les petites avaient soin du ménage et s'élevaient les unes les autres, l'aînée servant de bonne à la cadette, et ainsi de suite jusqu'au bas de l'échelle. Le jeune Sébastien ne brilla jamais par l'intelligence, ni par la mémoire, ni par aucun don de l'esprit. Mais il avait du cœur à revendre. On lui apprit quelques chapitres du catéchisme, comme on enseigne aux merles à siffler « j'ai du bon tabac ». Mais il eut et conserva toujours les sentiments les plus chrétiens. Jamais il n'abusa de sa force contre les gens ni contre les bêtes. Il évitait les querelles et recevait bien souvent des taloches sans les rendre. Si monsieur le sous-préfet de Mauriac avait voulu lui faire donner une médaille d'argent, il n'aurait eu qu'à écrire à Paris, car Sébastien sauva plusieurs personnes au péril de sa vie, et notamment 2 gendarmes qui se noyaient avec leurs chevaux dans le torrent de la Saumaise. Mais on trouvait ces choses-là toutes naturelles, attendu qu'il les faisait d'instinct, et l'on ne songeait pas plus à le récompenser que s'il eût été un chien de Terre-Neuve. À l'âge de 20 ans, il satisfit à la loi et tira un bon numéro grâce à une neuvaine qu'il avait faite en famille. Après quoi, il résolut de s'en aller à Paris, suivant les us et coutumes de l'Auvergne, pour gagner un peu d'argent blanc et venir en aide à ses père et mère. On lui donna un costume de velours et 20 francs, qui sont encore une somme dans l'arrondissement de Mauriac, et il profita de l'occasion d'un camarade qui savait le chemin de Paris. Il fit la route à pied, en 10 jours, et arriva frais et dispos avec 12 francs 50 dans la poche et ses souliers neufs à la main. 2 jours après, il roulait un tonneau dans le faubourg Saint-Germain en compagnie d'un autre camarade qui ne pouvait plus monter les escaliers parce qu'il s'était donné un effort. Il fut, pour prix de ses peines, logé, couché, nourri et blanchi à raison d'1 chemise par mois, sans compter qu'on lui donnait 30 sous par semaine pour faire le garçon. Sur ses économies, il acheta, au bout de l'année, un tonneau d'occasion et s'établit à son compte. Il réussit au-delà de toute espérance. Sa politesse naïve, sa complaisance infatigable et sa probité bien connue lui concilièrent les bonnes grâces de tout le quartier. De 2000 marches d'escalier qu'il montait et descendait tous les jours, il s'éleva graduellement à 7000. Aussi envoyait-il jusqu'à 60 francs par mois aux bonnes gens de Frognac. La famille bénissait son nom et le recommandait à Dieu soir et matin dans ses prières. Les petits garçons avaient des culottes neuves et il ne s'agissait de rien moins que d'envoyer les 2 derniers à l'école. L'auteur de tous ces biens n'avait rien changé à sa manière de vivre. Il couchait à côté de son tonneau sous une remise et renouvelait 4 fois par an
la paille de son lit. Le costume de velours était plus rapiécé qu'un habit d'arlequin. En vérité, sa toilette eût coûté bien peu de chose sans les maudits souliers qui usaient tous les mois 1 kilogramme de clous. Ses dépenses de table étaient les seules sur lesquelles il ne lésina point. Il s'octroyait sans marchander 4 livres de pain par jour. Quelquefois même, il régalait son estomac d'un morceau de fromage ou d'un oignon, ou d'une demi-douzaine de pommes achetées au tas sur le Pont-Neuf. Les dimanches et fêtes, il affrontait la soupe et le bœuf, et s'en léchait les doigts toute la semaine. Mais il était trop bon fils et trop bon frère pour s'aventurer jusqu'au verre de vin. Le vin, l'amour et le tabac étaient pour lui des denrées fabuleuses. Il ne les connaissait que de réputation. À plus forte raison ignorait-il les plaisirs du théâtre si chers aux ouvriers de Paris. Mon gaillard aimait mieux se coucher gratis à 7 heures que d'applaudir M. Dumaine pour 10 sous. Tel était au physique et au moral l'homme que M. Bernier héla dans la rue de Beaune pour qu'il vînt prêter sa peau à M. Lambert. Les gens de la maison, avertis, l'introduisirent en hâte. Il s'avança timidement, le chapeau à la main, levant les pieds aussi haut qu'il pouvait et n'osant les reposer sur le tapis. L'orage du matin l'avait crotté jusqu'aux aisselles. « Chichez pour de l'eau, dit-il en saluant le docteur. Monsieur Bernier lui coupa la parole. Non, mon garçon, il ne s'agit pas de votre commerce. Alors, monsieur, c'est donc pour autre chose. Pour une toute autre chose. Monsieur que voici a eu le nez coupé ce matin. Oh, sapristi, le pauvre homme. Et qui est-ce qui lui a fait ça? Un Turc, mais il n'importe. Un sauvage. On m'avait bien dit que les Turcs étaient des sauvages, mais je ne savais pas qu'on les laissait venir à Paris. Attendez seulement un peu, je vais chercher le sergent de ville. M. Bernier arrêta cet élan de zèle du digne Auvergnat et lui expliqua en peu de mots le service qu'on attendait de lui. Il crut d'abord qu'on se moquait, car on peut être un excellent porteur d'eau et n'avoir aucune notion de rhinoplastie. Le docteur lui fit comprendre qu'on voulait lui acheter 1 mois de son temps et environ 150 centimètres carrés de sa peau. L'opération n'est rien, lui dit-il, et vous n'avez que fort peu à souffrir, mais je vous préviens qu'il vous faudra énormément de patience pour rester immobile 1 mois durant, le bras cousu au nez de monsieur. De la patience, répondit-il, j'en ai de reste. C'est pas pour rien qu'on est auvergnat. Mais si je passe 1 mois chez vous pour rendre service à ce pauvre homme, il faudra me payer mon temps ce qu'il vaut. Bien entendu. Combien voulez-vous? Il médita un instant et dit, la main sur la conscience, ça vaut une pièce de 4 francs par jour. Non, mon ami, reprit le notaire, cela vaut 1000 francs pour le mois ou 33 francs par journée. Non, répliqua le docteur avec autorité, cela vaut 2000 francs. M. Lambert inclina la tête et ne fit point d'objection. Romagné demanda la permission de finir sa journée, de ramener son tonneau sous la remise et de chercher un remplaçant pour 1 mois. Du reste, disait-il, ce n'est pas la peine de commencer aujourd'hui pour une demi-journée. On lui prouva que la chose était urgente et il prit ses mesures en conséquence. Un de ses amis fut mandé et promit de le suppléer durant 1 mois. Tu m'apporteras mon pain tous les soirs, dit Romagné. On lui dit que la précaution était inutile et qu'il serait nourri dans la maison. Ça dépend de ce que ça coûtera. Monsieur Lambert vous nourrira gratis. Gratis? C'est dans mes prix. Voici ma peau, coupée tout de suite. Il supporta l'opération comme un brave, sans sourciller. C'est un plaisir, disait-il. On m'a parlé d'un auvergnat de mon pays qui se faisait pétrifier dans une source
à 20 chous l'heure. J'aime mieux me faire couper par morceaux. Chez moi, j'assujettichon et ça rapporte plus. M. Bernier lui cousit le bras gauche au visage du notaire, et ces deux hommes restèrent un mois durant, enchaînés l'un à l'autre. Les deux frères siamois qui amusèrent jadis la curiosité de l'Europe n'étaient pas plus indissolubles. Mais ils étaient frères, accoutumés à se supporter dès l'enfance, et ils avaient reçu la même éducation. Si l'un avait été porteur d'eau et l'autre notaire, peut-être aurait-il donné le spectacle d'une amitié moins fraternelle. Romagné ne se plaignit jamais de rien, quoique la situation lui parût tout à fait nouvelle. Il obéit en esclave, ou mieux en chrétien, à toutes les volontés de l'homme qui avait acheté sa peau. Il se levait, s'asseyait, se couchait, se tournait à droite et à gauche, selon le caprice de son seigneur. L'aiguille aimantée n'est pas plus soumise au pôle Nord que Romagné n'était soumis à M. Lambert. Cette héroïque mansuétude toucha le cœur du notaire, qui pourtant n'était pas tendre. Pendant 3 jours, il eut une sorte de reconnaissance pour les bons soins de sa victime. Mais il ne tarda guère à le prendre en dégoût, puis en horreur. Un homme jeune, actif et bien portant ne s'accoutume jamais sans effort à l'immobilité absolue. Qu'est-ce donc lorsqu'il doit rester immobile dans le voisinage d'un être inférieur, malpropre et sans éducation? Mais le sort en était jeté. Il fallait ou vivre sans nez, ou supporter l'Auvergnat avec toutes ses conséquences, manger avec lui, dormir avec lui, accomplir auprès de lui, et dans la situation la plus incommode, toutes les fonctions de la vie. Romagné était un digne et excellent jeune homme, mais il ronflait comme un orgue. Il adorait sa famille, il aimait son prochain, mais il ne s'était jamais baigné de sa vie, de peur d'user en vain la marchandise. Il avait les sentiments les plus délicats du monde, mais il ne savait pas s'imposer les contraintes les plus élémentaires que la civilisation nous recommande. Pauvre M. Lambert, et pauvre Romagné, quelle nuit et quelle journée, quel coup de pied donné et reçu. Inutile de dire que Romagné les reçut sans se plaindre. Il craignait qu'un faux mouvement ne fît manquer l'expérience de M. Bernier. Le notaire recevait bon nombre de visites. Il lui vint des compagnons de plaisir qui s'amusèrent de l'Auvergnat. On lui apprit à fumer des cigares, à boire du vin et de l'eau de vie. Le pauvre diable s'abandonnait à ces plaisirs nouveaux avec la naïveté d'un peau-rouge. On le grisa, on le soûla, on lui fit descendre tous les échelons qui séparent l'homme de la brute. C'était une éducation à refaire. Les beaux messieurs y prirent un plaisir cruel. N'était-il pas agréable et nouveau de démoraliser un Auvergnat? Certains jours, on lui demanda comment il pensait employer les 100 louis de M. Lambert lorsqu'il aurait fini de les gagner. « Je les placerai à 5%, répondit-il, et j'aurai 100 francs de rente. Et après, lui dit un joli millionnaire de 25 ans, en seras-tu plus riche? En seras-tu plus heureux? Tu auras 6 sous de rente par jour. Si tu te maries, et c'est inévitable, car tu es du bois dont on fait les imbéciles, tu auras 12 enfants pour le moins. Ça, c'est possible. Et en vertu du code civil, qui est une jolie invention de l'Empire, tu leur laisseras à chacun 2 liards à manger par jour. Tandis qu'avec 2000 francs, tu peux vivre un mois comme un riche, connaître les plaisirs de la vie et t'élever au-dessus de tes pareils. Il se défendait comme un beau diable contre ces tentatives de corruption, mais on frappa tant de petits coups répétés sur son crâne épais qu'on ouvrit un passage aux idées fausses et le cerveau fut entamé. Les dames vinrent aussi. M. Lambert en connaissait beaucoup, et de tous les mondes. Romagné assista aux scènes les plus diverses. Il entendit des protestations d'amour et de fidélité qui manquaient de vraisemblance. Non seulement M. Lambert ne se privait pas de mentir richement devant lui, mais il s'amusait quelquefois à lui montrer dans le tête-à-tête toutes les faussetés qui sont, pour ainsi dire, le canevas de la vie élégante. Et le monde des affaires,
Romagné crut le découvrir comme Christophe Colomb, car il n'en avait aucune idée. Les clients de l'étude ne se gênaient pas plus devant lui qu'on ne se prive de parler en présence d'une douzaine d'huîtres. Il vit des pères de famille qui cherchaient les moyens de dépouiller légalement leur fils au profit d'une maîtresse ou d'une bonne œuvre. Des jeunes gens à marier qui étudiaient l'art de voler par contrat la dot de leur femme. Des prêteurs qui voulaient 10% sur première hypothèque, des emprunteurs qui donnaient hypothèque sur le néant. Il n'avait point d'esprit et son intelligence n'était pas de beaucoup supérieure à celle des caniches. Mais sa conscience se révolta quelquefois. Il crut bien faire un jour en disant à M. Lambert: « Vous n'avez pas mon estime. » Et la répugnance que le notaire avait pour lui se changea en haine déclarée. Les 8 derniers jours de leur intimité forcée furent remplis par une série de tempêtes. Mais enfin, M. Bernier constata que le lambeau avait pris racine, malgré des tiraillements sans nombre. On détacha les 2 ennemis. On modela le nez du notaire dans la peau qui n'appartenait plus à Romagné. Et le beau millionnaire de la rue de Verneuil jeta 2 billets de 1000 francs à la figure de son esclave en disant: « Tiens, scélérat, l'argent n'est rien. Tu m'as fait dépenser pour 100 000 écus de patience. Va-t'en, sors d'ici pour toujours et fais en sorte que je n'entende jamais parler de toi. » Romagné remercia fièrement, but une bouteille à l'office, 2 petits verres avec Singuet, et s'en alla titubant vers son ancien domicile. Fin du chapitre 4.